L'affaire Sylvie Le Helloco. Les années 1980 ont été une période sombre dans le sud de Paris. Les corps de 4 femmes sont retrouvés dans les environs d'Étampes, étranglés, dépourvus de leurs vêtements et de leurs bijoux. Lieu où les tueurs ont cherché à effacer leur personnalité, ou à simplement effacer ses traces, ou à prendre quelques souvenirs. Le second meurtre, celui de Sylvie Le Helloco, va lancer l'affaire sur les traces d'un tueur en série qui chasse à la porte d'Orléans. Près de 43 ans après ces crimes, son ou ses auteurs demeurent inconnus et continuent de hanter la vie de leurs proches à la recherche de réponses. Qui, comment et pourquoi? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, nous replongeons ensemble dans les meurtres non résolus de la Nationale 20. Le meurtre de Sylvie Le Helloco. Sylvie Le Helloco est une jeune femme de 21 ans. Elle travaille à Paris au domicile d'un particulier. Son corps est retrouvé le 25 décembre 1980 dans un terrain près d'Étampes à Rougemont, non loin d'un château d'eau. Sur place, les enquêteurs sont sous le choc de la scène de crime. Sylvie est complètement nue, face contre terre, son corps enroulé sous une bâche. La jeune femme n'a pas été agressée sexuellement, mais elle a été étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Après enquête, les enquêteurs apprennent par ses proches que Sylvie travaillait au domicile d'un particulier, et aussi qu'elle devait rejoindre ses proches en Bretagne pour Noël. Le particulier chez qui elle travaillait fut un temps suspecté, mais rapidement innocenté. Il a un alibi. Il est quand même interrogé. Il explique également que Sylvie, comme sa famille le déclare, qu'elle devait se rendre chez sa famille en Bretagne, en stop, le jour qui précède la découverte du corps. Son employeur va la déposer porte de Saint-Cloud. Ensuite, plus aucune trace. Sylvie disparaît dans la nuit, dans le secteur le plus fréquenté de l'Île-de-France. L'enquête va aussi révéler quelque chose d'inquiétant. Sylvie n'est pas la première à trouver la mort dans la région, dans des circonstances étrangement similaires. Michel Couturat, une marginale mineure de 17 ans, est retrouvée presque au même endroit. Une première victime qui passe un peu inaperçue. Même si, au vu des circonstances de sa mort et de la mise en scène du corps, les policiers surveillent le secteur pendant plusieurs jours, période de surveillance qui, comme vous l'imaginez, ne donne rien. Les enquêteurs n'ont donc aucune piste. La Nationale 20 est la route la plus fréquentée du pays. Elle relie Paris et l'Espagne. Et la ville d'Étampes est sur sa route. Le mobile des deux crimes reste inconnu. Mais les deux femmes se ressemblent étrangement. Deux blondes, belles, petites et relativement jeunes. Des contrôles de police sont faits. Après la mort de Sylvie Le Helloco, les policiers restent 2 mois à surveiller, mais rien. Des crimes reliés par un même tueur? Les corps de 3 autres femmes sont retrouvés avec des similitudes troublantes. Peut-être la preuve qu'un tueur en série rôde sur la Nationale 20, la route la plus fréquentée du pays. Je vais vous parler de chacune d'elles, ainsi que du crime d'un copycat. À mon grand regret, je ne suis parvenue qu'à trouver la photo d'une des 5 femmes de cette vidéo. Il y a en première victime Michel Couturat, tout juste 17 ans. Elle est née le 8 juin 1962 à La Rochelle. Elle est retrouvée sans vie le 11 mars 1980, au petit matin.
C'est un ouvrier qui la découvre à l'intérieur d'un bâtiment, un vieux château d'eau, au lieu-dit Montdésir qui longe la N20. Il découvre le corps de l'adolescente, car elle a 17 ans, ligotée au bout d'une corde du vieux bâtiment à l'abandon. Elle est pendue à une barre en métal. La mise en scène est sordide et en dit long sur le profil du tueur, qui a pris autant de temps que possible et de précautions pour préparer son crime et mettre en scène le corps. Le tueur a donc pris toutes les précautions possibles. Il n'a laissé que peu de traces de son passage. Il y a bien quelques empreintes de pneus, celles d'une Peugeot 504 qui sont découvertes, véhicule qui sera également vu par plusieurs témoins, mais rien d'autre. Michel Couturat a été tué par suffocation. Le tueur a donc apporté avec lui une corde solide et maîtrisait très bien la scène de crime. Car, on le voit bien, c'est une mise en scène. Le tueur a suspendu le corps de Michel à une vieille poutre en métal du seul bâtiment à l'abandon du coin. Sur son corps, on découvre des traces de piqûres, mais la jeune Michel Couturat était toxicomane. Le nœud qui a servi à la pendre est travaillé. Il a demandé du temps et une certaine connaissance de la part du tueur. Un autre indice important, qui, encore aujourd'hui, n'a rien donné. Michel n'a plus aucun vêtement ni bijoux. Le tueur a tout emporté avec lui, soit pour garder un souvenir, soit pour faire en sorte de ralentir son identification, ce qui va malheureusement fonctionner. Des fluides sont retrouvés, cependant elle n'a pas subi d'agression sexuelle. C'est l'empreinte dentaire qui servira à identifier. Après plusieurs semaines, elle est enfin identifiée. Elle s'appelle Michel Couturat et a à peine 17 ans. Les enquêteurs apprendront que Michel avait coupé les ponts avec ses proches depuis 1979 et elle vivait seule en région parisienne. Elle était donc mineure à l'arrivée sur Paris et était donc une personne très vulnérable. Toxicomane et vivait du plus vieux métier du monde de temps en temps pour se payer sa dose et faisait quelques autres petits boulots. Elle aurait quitté Paris le 8 mars pour aller voir des proches en Charente-Maritime. Elle voulait simplement rentrer chez elle en stop. Selon un ami qui la verra pour la dernière fois ce jour-là, Michel n'était plus que l'ombre d'elle-même, les veines saturées de substances. Elle tenait à peine debout selon lui, une cible facile. Le secteur sera mis sous surveillance pendant des semaines. Rien. Le tueur est parti ou est resté dans l'ombre quelque temps, le temps que les choses se tassent. Il repassera à l'acte 9 mois plus tard avec le meurtre de Sylvie Luet-Locaux, mettant de ce fait les enquêteurs sur la piste d'un tueur en série, même si en France à l'époque, la notion de tueur en série n'est pas encore beaucoup utilisée ni reconnue. Puis, pendant 1 an et demi, plus rien. Les crimes cessent, mais pas pour bien longtemps. Les gens oublient, la presse en parle moins, on baisse la garde. Puis vient le mercredi 14 juillet 1982. Nous sommes le mercredi 14 juillet 1982. Des touristes garent leur camping-car sur les bords de la Nationale 20, près de l'aérodrome de Montdésir, encore une fois, donc, non loin de la N20, et découvrent le corps d'une jolie blonde. C'est Christine Devauchel, elle a 26 ans. Son corps est aussi nu, en position fétale, au vu et aux yeux de tous. Une forme d'humiliation du corps. Elle est morte étouffée, comme les deux autres, sans aucune trace de violence sexuelle. Hormis bien sûr les coups et les traces de strangulation. Le tueur donc a comme toujours pris les vêtements et bijoux pour retarder l'identification du corps ou pour garder un petit souvenir. Cependant, il va faire une erreur. Il a oublié une bague fantaisie. Mais il faudra malgré tout 8 mois pour enfin identifier.
enfin lui donner un nom. Christine est maman d'un petit garçon de 5 ans et elle est gardienne d'immeuble rue Pascal dans le 5e arrondissement parisien. Son mari avait signalé sa disparition. Elle était soi-disant partie se promener ou simplement boire un café le soir du 13 juillet et ne serait jamais revenue. Cependant, lors d'une perquisition au domicile de Christine et son compagnon, les enquêteurs découvrent des journaux du nouveau détective qui parlent des 2 autres affaires, des meurtres de Michel Couturat et de Sylvie Huet-Locaux, avec des détails. Le conjoint est également connu des services pour des faits de violence conjugale et il est placé en garde à vue. Il avoue s'être disputé avec Christine ce jour-là et qu'elle serait simplement partie. Cependant, l'homme se mêle les pinceaux. Il déclare dans un premier temps que sa voiture était en panne. Sa voiture était tout à fait fonctionnelle. Il a menti. Mais faute d'éléments, hormis de fortes suspicions, il est remis en liberté. J'en viens maintenant au crime du copycat. L'homme s'appelle Kwang Seon-yeon-in. Il s'installe en France dans les années 70. Mais il quitte le pays sans sa femme. Il refait sa vie en France tranquillement, s'amourache d'une autre femme et se marie avec elle. Mais sa première épouse arrive en France en 82 pour lui faire une surprise. Mais l'homme a refait sa vie et ne veut pas de sa première épouse. Il cherche donc à s'en débarrasser. Il l'étrangle et organise sa disparition et son meurtre. Il va faire passer son crime pour celui du tueur en série qu'on a de peine à retrouver. Il place le corps de sa femme étranglée face contre terre, près du château d'eau, là où serait retrouvé le premier corps, celui de Michel Couturat. Mais sa femme ne correspond pas du tout au profil des précédentes victimes. Elle est brune, elle a la quarantaine, et elle a encore tous ses vêtements et bijoux. L'homme n'est pas allé jusqu'au bout, n'a pas imité à 100% le modus operandi du tueur. C'est un garagiste qui a remarqué un véhicule étrange encore une fois près du château d'eau qui s'approchera et qui notera la plaque d'immatriculation. C'est grâce à cela que Kwang Seon-in est arrêté et qu'il avouera avoir étranglé sa femme et avoir voulu faire passer son meurtre pour celui du tueur en série. Après cela donc, tout naturellement, les enquêteurs envisagent que certaines victimes seraient l'œuvre de copycat. La série criminelle cesse pendant 1 an, puis le 7 août 83, le dernier crime reconnu comme celui du tueur en série est perpétré, celui de Pascal Lecam. Pascal Lecam a 21 ans. On découvre son corps le dimanche 7 août 83. C'est un agriculteur qui découvre le corps à Bruyères-le-Châtel près d'Étampes. Pascal Lecam a été tué, frappé à coups de tournevis et a subi divers actes de torture. On l'a étranglée, elle a été lapidée et mise à nu et abandonnée sur le dos dans un champ, entourée de 3 mouchoirs imprégnés de fluide, dont un sous son corps. Son visage a été durement touché. Pascal Lecam est défigurée. Comme les autres, elle n'a pas subi d'agression sexuelle. Enfin, la décomposition trop avancée du corps ne permet pas de le savoir. Il lui reste encore un collier en argent. Le propriétaire du champ découvrira également des traces d'un pneu tout près, traces qui n'étaient pas là la veille. Ce sont les traces d'un véhicule de petite taille. Pour les enquêteurs, le tueur connaissait très bien le secteur, car le lieu est très isolé. Pascal Lecam est étudiante en Bretagne. Elle est sur le point de se fiancer. Elle rendait visite à sa sœur qui vit à Paris. Selon sa sœur, Pascal serait sortie dans un bar, le Saint-Germain, tout proche du métro Odéon, le 6 au soir. Elle sera vue par les saveurs en compagnie d'un jeune homme, brun, inconnu, qui ne reviendra jamais sur place. On apprendra plus tard qu'elle avait rendez-vous avec ce jeune homme rencontré le jour précédent. Il se pourrait donc que Pascal Lecam ne soit pas la victime du tueur en série, mais la victime d'un copycat. Le lien entre toutes ces filles et femmes ne tient qu'à peu de choses.
toutes sont blondes, toutes ont été étranglées et la plupart faisaient du stop avant de disparaître. On les retrouve dénudées pour retarder leur identification, pour effacer leur singularité, pour les dépersonnaliser, ou simplement l'auteur a voulu prendre des souvenirs. Leurs bijoux ont été arrachés. On ne les retire pas avec délicatesse, on les arrache. On remarque également que le tueur ne passe à l'acte que les week-ends et les jours fériés, le soir ou en fin de journée. Il y a également plusieurs mois d'écart entre les crimes. 9 mois à plus d'1 an entre les deux derniers. Si Pascal Lecam est bien la victime du tueur en série. À la fin des années 80, ces meurtres sont classés. Et pourtant, il y aura un suspect quelques années plus tard. Des suspects. Sous le corps de Pascal Lecam, on retrouve donc des mouchoirs. Sur ces mouchoirs, il y a de l'ADN qui est prélevé, gardé précieusement, au cas où. La N20, comme je vous l'ai dit, est très fréquentée. Il y a beaucoup de camions et de véhicules. Des gens de passage. C'est peut-être pour ça qu'il y a un si grand écart entre les crimes, entre 9 mois et 1 an et demi. Le tueur ne passe pas là tous les jours. Mais l'enquête piétine. Dans le cas de Christelle de Vauchel, les enquêteurs pensent que c'est son mari qui l'a tuée, mais ils n'ont aucune preuve. L'OCRVP va enquêter, car un lien est fait entre les deux premiers crimes. Les femmes se ressemblent et décèdent à quelques mois d'intervalle. Donc pour les enquêteurs, les meurtres de Michel Couturat et de Sylvie Luelocco ont été perpétrés par la même personne. Une personne de passage ou une personne qui a tué d'autres personnes qui n'ont pas été retrouvées. Et c'est Michel Fourniret qui suscite un intérêt particulier déjà à l'époque. Le 23 mars 1994, il agresse une jeune femme à Ormois. Il est armé d'un pistolet et d'une fiole fictive de vitriol. Il demande à la jeune femme d'ôter ses vêtements. Elle parvient à s'enfuir, Michel Fourniret est arrêté et avouera 14 autres agressions. Pour rappel, il est arrêté pour meurtre en 2003. L'homme est donc connu, mais pas pour tous les crimes qui lui seront reprochés 10 ans plus tard. Il devient donc suspect principal dans les crimes de la N20. Il chasse près d'Étampes. Il a une Peugeot 504 break. Ce sont les traces d'une Peugeot 504 qui sont retrouvées près du lieu du premier crime, celui de Michel Couturat. L'homme vit également à Clairefontaine, tout près d'Étampes. Et il avoue circuler dans la zone et qu'il apprécie prendre en stop des personnes, des femmes en particulier. Il se vante déjà. Cela fait donc beaucoup d'éléments contre lui, mais ce ne sont que des faisceaux indirects et pas des preuves. L'homme est relâché, il sera donc arrêté près de 20 ans plus tard. Mais les enquêteurs en sont sûrs, les crimes sont liés, en tout cas les deux premiers qui se ressemblent étrangement. Deux femmes, belles, blondes, dépourvues de leurs vêtements et de leurs bijoux, étranglées, qui n'ont pas subi d'agression sexuelle. Et comme je l'ai dit, pour Christine de Vauchel, les enquêteurs pensent plutôt que c'est son mari, mais ils n'ont aucune preuve. Après 10 ans, l'ADN des mouchoirs parle enfin et donne un nom, Philippe L, 46 ans. L'homme a été condamné 10 fois pour de petits trafics et un délit mineur, jamais pour agression au meurtre. On apprend qu'il fréquentait le bar où Pascal Lecam s'est rendu le soir de sa mort. Le 14 mai 2009, il est interpellé. Il raconte ne pas connaître Pascal. Et pour les mouchoirs, où l'on retrouve son ADN, sous le corps de Pascal pour l'un des mouchoirs, il raconte que c'est un lieu isolé où il se rend régulièrement pour se soulager. Et c'est également un lieu où il va pêcher. L'homme est remis en liberté, faute d'éléments. Il n'en reste pas moins que son profil est inquiétant. Mais après 2009, les crimes ayant eu lieu en 80, il y a prescription. Car à l'époque, c'était 10 ans avant la prescription pour un crime. Et les dernières investigations dans les dossiers datant de 93, en 2003, la prescription était de rigueur. Depuis, personne n'a été inculpé. Ces 4 meurtres aux sombres similitudes restent non résolus.
Un classement sans suite est inenvisageable pour les proches. La maman de Pascal Lecam met fin à ses jours le 28 décembre 2005, sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Cela fait maintenant près de 43 ans que ces meurtres ont été commis. Commis par une personne, un homme suffisamment intelligent pour ne laisser aucune trace, aucun indice, à croire que la première victime de 1980 n'est pas sa première. Et surtout, qu'il ne s'en est jamais vanté à personne. Qu'il n'a même pas fait en sorte que les enquêteurs apprennent son existence. Si tant est bien sûr que ces 4 crimes sont liés à une seule personne. Espérons qu'un jour ces crimes soient résolus. Aujourd'hui, chacun d'entre eux sont prescrits. Un lien est envisagé entre les meurtres de Michel Couturat et Sylvie Luet-Locaux, au vu de leur ressemblance frappante. Mais pour les meurtres de Pascal Lecam et Christine Devauchel, l'hypothèse d'un copycat voulant imputer son crime aux tueurs de Michel et Sylvie est envisagée. Il se peut également qu'aucun de ces crimes ne soit le fait d'une seule personne. Ce serait donc un pur hasard. Le corps de Michel Couturat est mis en scène. Le corps de Sylvie Luet-Locaux est caché nu sous une bâche. Christine Devauchel est retrouvée nue près de la route, sans réelle mise en scène. L'auteur s'est simplement débarrassé du corps près de la route. Et Pascal Lecam a été massacré à coups de tournevis, roué de coups, torturé puis étranglé. Un meurtre très violent, commis avec rage, colère, et dans son cas, elle est vue en compagnie soit de son tueur, soit de la dernière personne à l'avoir vue en vie. Les meurtres de la N20 resteront probablement non résolus, sauf si le ou les tueurs avouent leurs crimes. N'oubliez pas que les aveux ne les conduiront jamais en prison, car il y a prescription pour chacun d'entre eux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus crimes et disparitions. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,